Imaginez entrer dans les rues pavées de Paris au XVIIe siècle. L'air est épais, un mélange de lavande, de fleurs d'oranger et quelque chose de bien moins agréable. Les gens se déplacent avec un but. Leurs têtes, maintenues hautes, sont couvertes de perruques imposantes. Mais ce ne sont pas seulement des déclarations de mode. Ce sont des messages, des défenses, des manteaux de secret. Sous ces perruques élaborées se cache une histoire qui pourrait ébranler un empire tout entier. Maladie, intrigues politiques, scandales royaux, et une lutte implacable pour maintenir les apparences dans un monde où l'apparence pouvait tout décider. C'est bien plus qu'une histoire sur les perruques. C'est l'histoire de comment l'une des tendances les plus étranges de la mode est née d'une maladie qui menaçait de démanteler toute une société, et de comment une simple perruque a un jour tenu le pouvoir de façonner le destin d'une nation. Pendant plus d'un siècle, il était inimaginable pour un noble européen, surtout l'élite, de se montrer sans perruque poudrée. Elle était si grande qu'elle pouvait gratter le plafond d'un carrosse. Mais elles allaient bien au-delà de la mode. Elles incarnaient le statut, la politique, la médecine, et un mystère qui, lentement, allait commencer à s'effondrer. Aujourd'hui, on peut les regarder avec amusement. Mais à l'époque, elles n'étaient pas de simples curiosités historiques. Elles étaient des symboles de pouvoir. La montée de la perruque poudrée trouve sa source dans l'une des maladies les plus mal comprises et les plus redoutées, la syphilis. À la fin du XVe siècle, une panique saisit l'Europe. La syphilis faisait ses premières apparitions. Pas d'antibiotiques, pas de médecine moderne, et aucune idée de la façon dont les infections se propageaient. La maladie devint un monstre dans l'imaginaire collectif. Les premiers signes? Subtils. Quelques plaies, une éruption cutanée. Rien de spectaculaire. Mais sous la surface, elle faisait bien pire. L'aristocratie fut frappée à un rythme alarmant. Et l'un des effets secondaires devint un désastre social, la perte de cheveux. Pas juste un problème esthétique, mais une marque mortelle. Bientôt, la noblesse chercha une solution, les perruques. Elles n'étaient plus seulement un camouflage. Elles devinrent un symbole de richesse, de raffinement, et surtout, une barrière contre les regards du peuple. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Les perruques ne servaient pas qu'à dissimuler des dommages physiques. Elles devinrent un outil de pouvoir. On se cachait derrière ces coiffures monumentales. Elles offraient plus que du style. Elles offraient un moyen de cacher ses secrets et de protéger son nom. Et donc, un nouveau monde est né. Un monde où les apparences étaient devenues l'arme la plus puissante. La perruque en poudre, autrefois un produit de nécessité, devint le symbole ultime de statut. Mais ce que personne ne savait, c'est que ces mêmes perruques, qui protégeaient les puissants, cachaient aussi un secret beaucoup plus sombre, dissimulé au regard du public. La maladie allait-elle un jour disparaître? Les perruques perdraient-elles leur emprise sur la société? Ou deviendraient-elles un élément permanent de l'histoire, préservant les secrets de l'élite pour les générations à venir? À mesure que la syphilis se propageait, ses effets étaient dévastateurs. La chair se flétrissait, les membres se raidissaient, le nez s'effondrait, et les cheveux tombaient en plaques, laissant les victimes non seulement physiquement marquées, mais socialement condamnées, dans un monde où le statut dépendait de l'apparence. Les conséquences étaient bien plus qu'esthétiques. Ce n'était pas simplement une question de santé. C'était une question de survie. Au XVIIe siècle, en Europe, surtout parmi la noblesse, les apparences étaient tout. L'apparence ne reflétait pas seulement la richesse. Elle exprimait le pouvoir, la discipline et même une position morale. Et parmi tous les traits physiques, aucun n'était plus admiré ni plus politiquement puissant qu'une chevelure abondante et saine. Pour hommes comme femmes, des cheveux longs symbolisaient la vitalité, la faveur divine, et des heures passées dans les salons les plus raffinés. Les cheveux n'étaient pas simplement des cheveux. C'était un insigne social vivant. Plus ils étaient longs, soignés et élégamment coiffés, plus le message était clair. Je suis puissant. Je suis respecté. Je suis au sommet. Alors, quand la syphilis a frappé, elle n'a pas juste emporté la santé. Elle a détruit ce symbole de puissance. La perte de cheveux n'était pas qu'un désagrément. C'était une humiliation publique. Dans la noblesse, une tête chauve, c'était un scandale, un signal de chute. Et pire encore, une accusation silencieuse de débauche, de péché, de déclin. La honte était telle que beaucoup prirent des mesures extrêmes. Au lieu d'affronter la maladie, ils la masquèrent, pas seulement leur souffrance, mais aussi leur vulnérabilité.
Dans une société où parler de santé, et surtout de maladies sexuelles, était tabou absolu, le secret devint une norme, un mur de silence. L'élite ne demandait pas d'aide. Elle se couvrait de perruques. Elle se réfugiait dans l'illusion. Mais ces perruques n'étaient plus des accessoires. Elles étaient devenues des armures, des boucliers contre la honte, des moyens de survie dans un monde cruel. Ainsi, la perruque, qui était née d'une nécessité médicale, devenait désormais le masque d'un empire. Un masque tissé de cheveux, de poudre et de secrets jamais dits. À mesure que les perruques devenaient plus grandes et plus élaborées, les secrets aussi grandissaient. Ce n'était plus seulement une question d'apparence. C'était une question de pouvoir, de contrôle, et jusqu'où quelqu'un irait pour protéger son statut. Même si cela signifiait cacher la vérité derrière un masque. Au fur et à mesure que la maladie se propageait, les hommes et les femmes furent obligés de trouver un moyen de cacher les dégâts qu'elles laissaient derrière elles. Ce n'était pas un remède qui est apparu, mais une solution née de la main humaine, du monde de l'artisanat, de l'urgence. Les hommes, autrefois confiants avec leurs cheveux naturels, se tournèrent vers les perruques pour cacher leur cuir chevelu dénudé. Les femmes, elles aussi, ajoutèrent des boucles, des tissages, des rembourrages complexes, un échafaudage capillaire bâti pour l'illusion. Mais ce qui avait commencé comme une solution discrète à un problème honteux devint rapidement une révolution culturelle. Les perruques n'étaient pas nées de la vanité. Elles venaient d'un désir désespéré de protéger sa réputation, sa dignité, sa place dans le monde. Et comme toutes les grandes révolutions, celle-ci avait besoin d'un visage, d'un leader, et ce fut Louis XIV, le roi Soleil. Il n'était pas un monarque ordinaire. Il était l'éclat vivant du pouvoir français. Son château de Versailles, ses portraits baignés de lumière dorée. Chaque détail de sa vie chantait grandeur et éternité. Mais un jour, la nature frappa. Il commença à perdre ses cheveux. Jeune, et pour un roi qui voulait paraître immortel, c'était inacceptable. Alors Louis fit ce que peu d'hommes pouvaient faire. Il acheta une nouvelle identité, mèche par mèche. Il engagea une armée entière de perruquiers, jusqu'à 48 à la fois, pour créer de véritables chefs d'œuvre. Ces perruques n'étaient pas de simples déguisements. C'étaient des déclarations, des couronnes de cheveux. Elles dominaient sa tête, amplifiaient sa silhouette, élevaient sa stature comme un dieu parmi les hommes. Et naturellement, les nobles suivirent. En quelques années, porter une perruque n'était plus un choix, c'était une obligation. Ne pas en porter à la cour, c'était comme rejeter l'ordre royal lui-même. Les perruques, comme on les appelait, étaient désormais essentielles au bal, au conseil, au dîner, et à chaque instant où l'on devait être vu. Mais derrière ces cascades de boucles et ces vagues poudrées, se cachait quelque chose de plus sombre. Une perruque soigneusement conçue pouvait dissimuler bien plus qu'une calvitie. Elle pouvait masquer les croûtes, les marques, les cicatrices, les ravages de la syphilis. Elle devenait des armures sociales, des boucliers silencieux contre l'exclusion. Et plus la perruque était grande, plus grand était souvent le secret qu'elle cachait. Dans une société où la réputation était tout, ces perruques sont devenues un symbole de statut et de survie, cachant les signes physiques de maladie et de désintégration, sous une façade bien entretenue. Et puis, il y avait l'époux. L'hygiène personnelle était médiocre. L'époux était séditieux, persistant et pratiquement inévitable, avec des peignes non stérilisés et des têtes rarement lavées. Les infestations étaient courantes. Mais les perruques offraient une solution étrange, presque ingénieuse. Étant donné que les porteurs rasaient leur crâne sous leur perruque, il devenait plus simple de traiter la perruque elle-même, de la faire bouillir, de la nettoyer, plutôt que de se battre contre les parasites sur des cheveux naturels. Les fabricants de perruques perfectionnèrent même des méthodes pour nettoyer, traiter et repoudrer les perruques, leur redonnant fraîcheur, brillance et nouvelle vie, comme un spa pour des cheveux morts. Et pendant que la fonction évoluait, la mode aussi se métamorphosait. La poudre blanche, d'abord utilisée pour blanchir, s'est transformée en une tendance à part entière. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui une perruque en poudre était souvent bien plus colorée qu'on ne l'imagine. Pour les femmes, des nuances de violet, de bleu,
De rose pastel et même de gris étaient en vogue. Ces couleurs reflétaient non seulement les tendances, mais aussi le goût personnel, et même les saisons changeantes. Ces perruques n'étaient pas nées de la vanité. Elles étaient le fruit d'un désir désespéré de protéger sa réputation, son nom, son image. Ce besoin de dissimulation déclencha une révolution de la mode, qui allait changer le visage de l'Europe. Mais aucune tendance ne prend vraiment racine, tant qu'elle n'a pas reçu l'approbation royale. Et c'est là que les perruques trouvèrent leur champion. Louis XIV, le roi Soleil. Un monarque pas comme les autres. Il était l'incarnation vivante du pouvoir français. Son château somptueux à Versailles, ses portraits baignés de lumière dorée. Chaque détail de sa vie murmurait immortalité. Mais, lorsqu'il commença à perdre ses cheveux dans sa jeunesse, cela devint un problème. Un roi qui voulait être vu comme éternel ne pouvait pas se permettre la vulnérabilité humaine. Alors, il fit ce que peu pouvait faire. Il s'acheta une nouvelle identité, un bras à la fois. Il engagea une armée de perruquiers, jusqu'à 48 à la fois, pour lui concevoir des perruques majestueuses, non seulement pour couvrir, mais pour dominer. Ses œuvres d'art, massives, trônaient sur sa tête comme une couronne. Elles allongeaient sa silhouette, amplifiaient sa stature et imposaient le respect. Bientôt, le choix de mode audacieux du roi eut un effet d'entraînement inattendu. Les nobles, dans toute la France, commencèrent à porter leurs propres perruques, désespérés d'imiter la grandeur du roi Soleil. Ils ne portaient pas seulement des perruques. Ils les utilisaient comme un outil silencieux pour envoyer un message. Pouvoir, richesse et statut. Il ne s'agissait plus simplement de garder les apparences. Porter une perruque n'était pas un choix. C'était devenu une exigence sociale. Ne pas en porter à la cour royale, c'était rejeter l'essence même du pouvoir. Le perruque, comme ce perruque était officiellement appelé, devint obligatoire lors des événements royaux, des rassemblements politiques et même des dîners mondains. Mais, derrière les boucles élaborées, sous les torsades extravagantes, les perruques cachaient autre chose. Elles n'étaient pas que des déclarations de mode. Elles étaient des murs de silence, des boucliers pour protéger des secrets que personne n'osait dire à voix haute. Une perruque soigneusement fabriquée pouvait masquer bien plus qu'une ligne de cheveux reculés. Elle pouvait camoufler les ravages de la syphilis, la variole ou n'importe quelle maladie qui ferait d'une personne un paria social. Dans une société où la réputation était tout, ces perruques devinrent un symbole de statut et de survie. Elles cachaient les marques physiques de maladie et laissaient place à une façade bien entretenue. Et puis, il y avait l'époux. L'hygiène personnelle était médiocre. L'époux, était partout, avec des peignes non stérilisés et des têtes rarement lavées. Ces parasites étaient une nuisance inévitable. Mais encore une fois, la perruque offrit une solution inattendue, puisque les crânes étaient souvent rasés sous les perruques. Il était bien plus facile de faire bouillir, traiter et nettoyer les perruques elles-mêmes, plutôt que de combattre les poux dans les vrais cheveux. Les artisans perruquiers ont même perfectionné des techniques pour nettoyer, retraiter et repoudrer chaque pièce, lui redonnant fraîcheur et éclat. C'était comme une journée de spa pour une touffe de cheveux. Avec le temps, la poudre blanche utilisée pour blanchir les perruques devint une tendance à part entière. Et contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui, les fameuses perruques poudrées n'étaient pas toujours blanches. Pour les femmes, des teintes de violet, bleu, rose pastel et même gris argenté sont devenues populaires. Elles reflétaient le goût personnel, l'air du temps et parfois même les saisons.